Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité où je vais vous dévoiler le truc à ne pas rater pour réussir vos prochaines négociations. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, je vous avais expliqué que les professionnels sont dans une position dominante par rapport aux amateurs, ce qui leur permet d'assurer leur suprématie dans leur domaine d'expertise. Et cette position de dominance est absolument cruciale en négociation, que ce soit pour une négociation salariale, une négociation sur des prix de produits, une négociation de commission. Là-dessus, je viens de lire un livre très intéressant sur le sujet qui s'appelle Être ou ne pas être intimidé. C'est un livre qui traite des dessous de l'immobilier aux États-Unis. C'est un livre qui a été écrit par Robert Inger, un agent immobilier lui-même. Et Robert Inger nous explique que les agents immobiliers se retrouvent sans cesse en position de faiblesse dans leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en étau entre l'acheteur d'un côté et le vendeur qui essaye de conspirer entre eux pour avoir la commission la plus petite possible. Et comment est-ce qu'ils font pour obtenir la commission la plus petite possible de l'agent immobilier qui, rappelons-nous, vit quand même de ses commissions, donc il va quand même batailler dur. Eh bien, ce qu'ils font, ils recourent à des techniques d'intimidation. Donc, ça peut être, par exemple, d'expliquer à l'agent immobilier que ce qu'il a fait, finalement, ça ne vaut pas la commission qu'il demande, ou bien d'invoquer des frais qui étaient imprévus et donc qui seront pris comme par hasard sur la commission de l'agent immobilier. Ou encore, tout simplement, de passer directement la transaction d'acheteur à vendeur et sans reconnaître le travail de l'agent immobilier, donc ce qui est la pire des solutions puisque, bien évidemment, l'agent immobilier va toucher zéro dans ce cas-là. Donc comment va réagir l'agent immobilier à ces techniques d'intimidation? Si on se réfère à la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais que pour acquérir une position de dominance, il fallait obtenir de l'expérience, on pourrait dire que l'agent immobilier va au fur et à mesure devenir meilleur en négociation, donc ce qui va lui permettre au moment de faire la transaction de faire valoir ses droits et au fur et à mesure de ne plus se faire avoir par ces techniques d'intimidation. Donc là-dessus, le problème c'est que pour que l'agent immobilier devienne un meilleur négociateur, il va peut-être s'écouler des mois ou des années et pendant ce temps, l'agent immobilier ne va pas gagner suffisamment pour vivre. Et surtout, il y a un truc beaucoup plus simple qui a été en tout cas très efficace pour l'auteur de ce livre, qui a été tout simplement d'exiger un accord écrit, un accord qui stipule exactement la commission de l'agent immobilier bien avant que se fasse la transaction. Ça, c'est ce qu'on appelle en France un mandat de vente. Et d'après la loi Hoguet, en France, c'est obligatoire. Donc, je ne sais pas aux États-Unis, mais en tout cas, l'auteur avait beaucoup de mal au début à faire valoir cet accord écrit. Pourquoi? Pour deux raisons. En fait, la première, c'est que quand on commence dans le métier de l'immobilier, on roule pas sur l'or et donc chaque affaire est absolument précieuse et il faut donc faire plaisir aux vendeurs et bien souvent pour faire plaisir aux vendeurs, pour ne pas rater l'affaire, on va se contenter d'un accord verbal. Et au moment de la transaction, des fois on est déçu parce que le vendeur n'honore pas cet accord verbal. La deuxième chose aussi, ça peut être de tomber sur un vendeur qui vante les valeurs d'honnêteté et d'intégrité et qui au bout du compte vous manipule, essaie de faire en sorte que vous vous méfiez pas. Et du coup, vous vous contentez d'un accord verbal et à la fin, il va aussi vous arnaquer parce que justement, c'était le but de baisser votre garde et à la fin, donc il va changer d'avis, soit par mauvaise foi, soit parce que il n'a pas une très bonne mémoire de l'accord que vous aviez conclu. Donc, par rapport à ça, Robert Inger a décidé de ne plus
de ne plus faire plaisir aux vendeurs de biens et de ne plus croire sur parole les vendeurs et donc de faire comme si en quelque sorte c'était de vrais arnaqueurs et à chaque fois d'exiger un accord écrit de ces personnes pour ne plus se faire avoir. Donc, quelle est la morale de cette histoire? Pour appliquer cette histoire à votre situation de négociation, il y a deux choses importantes à faire. La première, c'est que même si vous êtes nul en négociation, même si vous n'avez pas d'expérience en négociation, vous pouvez quand même avoir le dessus. Comment? Tout simplement en apportant des preuves irréfutables, des preuves tangibles et irréfutables que vous avez le droit d'obtenir ce que vous voulez obtenir au prix que vous voulez l'obtenir. Donc ça peut être, donc, comme on l'a vu, un accord écrit. Ça peut être aussi, je ne sais pas, une lettre avec accusé de réception, ça peut être un document légal, une capture d'écran, une vidéo, un enregistrement, ça peut être tout ce que vous voulez, mais assurez-vous d'avoir ces preuves et vous aurez ainsi vous retrouver en position dominante par rapport à l'adversaire et vous aurez beaucoup plus de chances d'aboutir à l'obtention de ce que vous voulez obtenir pendant votre négociation. Le deuxième point, c'est un petit peu un corollaire du premier point, c'est tout simplement de réunir ces preuves bien à l'avance et surtout de ne pas penser de ne pas avoir d'état d'âme pour votre adversaire et de penser que fatalement il voudra automatiquement avoir le dessus sur vous et pour cela il faut vous y prendre bien à l'avance et il faut exiger tous les documents de votre adversaire avant que la négociation ait lieu et vous vous retrouverez ainsi en position de force dans la négociation. Voilà, donc cette vidéo se termine. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit jeu. Vous pouvez mettre dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, ce que vous allez faire de ce truc, de l'astuce de la preuve tangible et irréfutable. Donc dans quel domaine vous allez l'appliquer et quelle preuve vous allez apporter. Donc mettez ça en bas dans le commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui aura lieu cette fois-ci à Rodrigue, une petite ville à côté de l'île Maurice, juste à l'est. Voilà, merci, allez, bye bye.